Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici, en direct du Next. Je suis Mathieu Larive, l'un des leaders de la guilde Agile Soprasteria, et je serai votre hôte aujourd'hui. Hier, nous avons parlé du management à l'ère de l'agilité avec Stéphane Freusillet, Head of Aircraft Data Processing au sein d'Airbus, et Benoît Darou, coach Soprasteria. Aujourd'hui, pour conclure notre Agile Week Soprasteria, la guilde Agile et moi avons le plaisir d'accueillir Stéphane Vojevoda qui vient nous parler de culture hacking et d'agilité à l'échelle. Avant de nous plonger dans le sujet du jour, je vous rappelle que nous avons fait le maximum pour rendre cette Agile Week interactive. Donc posez vos questions sur le canal questions de Livestorm et je les poserai à notre invité en fin de discussion. Stéphane, c'est à toi. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous là maintenant. Je sais que c'est juste la fin de l'heure de déjeuner et en plus c'est la dernière conférence de l'Agile Week, donc j'ai beaucoup de pression. Je vais essayer de ne pas m'en mettre plus que ça. Merci à Soprasteria pour cette invitation. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de culture hacking d'agilité à petite échelle. Et c'est un titre bien compliqué pour un sujet qui finalement va être plutôt simple. Je vais me présenter très vite. Je suis Stéphane Vojevoda, je suis coach agile et responsable d'une équipe de coach agile chez Renault Digital. J'y suis depuis 2017. Je ne vais pas vous raconter grand-chose d'autre sur ma vie, si ce n'est que je suis un grand fan de Kenvin. J'ai fait plein d'autres choses dans la vie et j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Et les derniers mois du confinement se sont bien passés pour vous. Vous profitez bien du déconfinement depuis mercredi. À titre perso, j'ai profité des 18 derniers mois pour apprendre le mandarin parce qu'en fait, il faut quand même continuer à se cultiver dans la vie. Bon, une fois que je vous ai dit ça et que c'était très très utile, rentrons dans le vif du sujet, ou plus exactement, quel est le contenu de cette conférence si vous voulez quitter juste après et faire autre chose. Le groupe Renault est un énorme groupe, je ne vais pas vous en parler très longtemps. Le groupe Renault a fait le pari de plusieurs types de transformations agiles sur les dernières années, en particulier sur des aspects business. En dehors de transformations de type safe, nous avons lancé avec mes équipes, que je remercie, je salue au passage, plusieurs pratiques de culture hacking, ou en tout cas proches de ce qu'on peut appeler le culture hacking dont je vais vous parler. Donc 3 programmes principaux, un très orienté pratique agile et déploiement de pratiques agiles dans des entités business. Un deuxième programme qui est vraiment orienté équipe business en tant que telle, qui essaye de faire de l'agilité, ou qui font de l'agilité d'ailleurs, parce qu'elles ont réussi pour quasiment toutes. Et un dernier programme plus récent autour de la culture et de l'état d'esprit. Ce dont je vais vous parler là, c'est finalement de ce retour d'expérience sur les 2 dernières années. Et en bref, ce qu'on a appris et ce qu'on a observé, c'est que si vous n'avez dans vos équipes que des pratiques agiles seules, c'est très efficace au sens de ça permet de générer des gains. Et c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous travaillez l'agilité sans l'état d'esprit, eh ben, en fait, ça ne tient pas dans le temps. Si vous ne travaillez que l'état d'esprit sans ancrage business, vous avez assez peu d'impact visible à court terme et donc ça tient difficilement ou c'est compliqué de le vendre et de faire la partie de mise à l'échelle ou de scale. Le dernier point qui est sans doute le plus important, c'est que pour un bon programme de transformation ou d'évolution, le point clé, c'est d'avoir un sponsor. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas d'effet. Quelques rappels du contexte, et je ne vais pas parler longtemps du groupe Renault, on connaît tous les voitures à vivre. Le groupe Renault, c'est plus de 120 ans d'histoire et aujourd'hui, ces 120 ans d'histoire dans l'industrie automobile, il y a un vrai point compliqué depuis une vingtaine d'années, c'est surtout l'évolution de ce marché, qui est historiquement très compliqué, mais qui aujourd'hui n'est plus un marché uniquement de production d'automobiles, qui est un marché de réflexion et de construction de services de mobilité. Et donc tout l'enjeu de Renault sur les dernières années, c'est comment passer en fait, d'une entreprise qui fait des voitures à ce que notre CEO aujourd'hui appelle une tech company. Si je reviens vraiment sur l'évolution du groupe Renault et de l'agilité, c'est une histoire qui est très vieille. Alors on a commencé, ou je commence là-dessus avec plutôt l'année 2017, mais Renault a démarré des initiatives autour de l'agilité dans l'IT au milieu des années 2000. Et si vous vous rappelez de la Twingo, elle a été construite de manière assez proche de mode agile. Bon, donc je ne vais pas vous raconter toutes ces histoires-là. Le groupe Renault a déjà énormément communiqué là-dessus. Ce sur quoi je vais me concentrer, c'est la période 2019-2020 et en fait maintenant, 2021. Ce qu'on appelle chez nous notre deuxième saison. Et dans cette deuxième saison, je vais encore plus me concentrer sur une toute petite partie ou un sous-périmètre qui est des programmes autour du marketing et de programmes de résolution de problèmes. Alors comment ça a démarré? En fait, on a démarré accompagné avec ce qu'on peut dire un vilain pattern d'IT qui est un big design upfront. Énormément de documentation, d'idées, de pratiques
qu'on a essayé de déployer, que nous avons essayé de déployer un peu partout. Et vous savez quoi, ça a été un peu compliqué. Et donc ces grandes pratiques et ce big design upfront est plutôt devenu des pratiques de jardinage quand on est arrivé sur le terrain, de l'affinement. Voilà, je reviendrai dessus. Ce dont je vais vous parler surtout, c'est de se focuser et vraiment d'être concentré sur des petites échelles. Alors quand je dis petites échelles, c'est finalement uniquement des entités business avec lesquelles j'ai travaillé sur les dernières années. C'est plus de 2000 personnes sur plus de 10 pays, mais c'est surtout des petits groupes d'individus, c'est-à-dire plein de petites équipes ensemble qui, ensemble, font de l'agilité. Et on a fait ça autour de 3 chantiers que je vais vous présenter là maintenant. Donc ces 3 chantiers sont les suivants. Et c'est vraiment les 3 chantiers qu'on a menés de front. On avait un énorme chantier autour de la culture. Et donc le principe de la culture, ou ce qu'on a appelé culture, était en fait la culture par des pratiques, pour infuser l'agilité. Le deuxième élément est ce qu'on a appelé des centres agiles. Alors on a tous vu des centres agiles dans les directions informatiques ces dernières années. Là c'est vraiment des centres agiles d'un point de vue business, dont l'enjeu était vraiment d'aller créer et d'incuber de l'agilité par des équipes ou pour des équipes, surtout hors de France. Et finalement, on l'a vite rapatrié en France également. Le dernier élément que nous testons depuis maintenant 1 an et demi, c'est ce qu'on appelle des relais, ce qu'on a construit après les 2 premiers, dont l'enjeu est vraiment d'aller travailler sur la culture et de développer des partenariats et des partenaires dans le temps long, avec un état d'esprit agile. Allez, maintenant, je reviens un peu dans le détail de chacun de ces 3 sujets, en démarrant par le programme culture au niveau du corporate. Alors qu'est-ce que c'est que ce programme culture? En fait, c'est 2 grands étages. Un premier étage orienté sur le comité de direction, dont l'enjeu est de faire objectivement du coaching et de travailler sur la posture managériale. Et un second étage qui est plus proche d'un train the trainer, c'est-à-dire apporter des pratiques agiles à un petit groupe de managers de l'organisation, qui sont plutôt des leaders informels, les former, leur montrer, leur donner une boîte à outils, puis les laisser diffuser ces pratiques parmi les équipes. Et finalement, sur le dernier bout, qui est le gros des équipes, pas grand-chose, si ce n'est l'effet de le retour de ces traîneurs qui reviennent. Donc l'hypothèse derrière, c'est que, l'hypothèse en construisant ce plan, c'est vraiment que par le changement de mindset, ou le changement de mindset vient vraiment par les pratiques ou la pratique. On est parti avec 2 directions en test, on en a une 3e qui s'est greffée un peu en shadow à notre corps défendant ou à mon corps défendant, ce qui nous a permis d'avoir encore plus d'informations. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est que d'abord, la partie comité de direction, c'est très très compliqué à déployer. Concrètement, on n'a pas réussi à les faire correctement. Le second résultat, c'est que là où on pensait créer des formateurs ou accompagner des formateurs, en fait, on a créé une communauté de personnes qui sont fans de l'agilité, qui ont découvert ce que c'était que l'agilité et qui ont commencé à promouvoir l'agilité. Et que finalement, une boîte à outils autour de l'agilité, ça ne fait pas des miracles, parce que sur les 6 pratiques qu'on avait proposées, il y en a 3 qui sont restées. Et absolument, pour ne pas vous faire de spoiler et pour éviter que vous soyez trop frustrés, celle qui marche le mieux, c'est le daily stand-up et la rétrospective. C'est incroyable. Ce qu'on a appris avec tout ça, c'est que si vous essayez de faire une transformation, je dirais même une évolution d'une direction, et quand je dis d'une direction, c'est plus de 2000 personnes, sans le top management, ne le faites pas. Ça ne marche pas, ça ne tient pas. Vous avez vite un rappel qui fait que ça ne marche pas. Par contre, le fait de construire des communautés crée un momentum important, peu importe le type de transformation que vous êtes en train de faire. Et vraiment construire ce groupe de communautés, ces personnes qui se parlent régulièrement, qui se voient et qui partagent sur leurs pratiques, c'est incroyable. Le dernier élément, c'est que si vous ne diffusez que des pratiques, en fait, ça ne tient pas dans le temps. Maintenant, ça fait, pour celles qui ont démarré il y a le plus longtemps, 1 an. 80% des pratiques sont tombées. Il reste de temps en temps des délits et des rétrospectives sur certaines des équipes qui ont été accompagnées ou formées. Ça fait quand même beaucoup d'efforts. Revenons sur le deuxième, qui est plutôt la partie centre agile, à l'international, mais aussi en France. Donc le principe du centre agile, qu'est-ce que c'est? C'est du Scrum. Vous mettez entre 5 et 20 équipes dans des pays, donc une douzaine de pays. Vous rajoutez un petit peu d'overhead qui est un coach, un consultant, un coach agile pour faire l'accompagnement des premières équipes, un consultant pour préparer les business cases des sujets qui pourraient être traités et un peu de pilotage global pour faire un peu de communication. Et en fait, vous avez le dispositif de ce que c'est qu'un centre agile à l'international. Et vous savez quoi, ça marchait tellement bien que finalement, même en France, on a décidé d'en refaire. L'hypothèse de ça, c'est que si vous mettez de l'agilité pure, et c'est ce qu'expliquait déjà Jeff Sutherland de démarrage,
vous faites soit des gains, soit de l'économie sèche, il n'y a pas de question. Et donc juste pratiquer l'agilité, ça marche, au sens de vous générer quelque chose. La deuxième hypothèse, c'est qu'on cherchait à avoir un effet de levier avec un déploiement à structure faible, et donc pas déployer des tonnes de personnes, parce que le groupe Renault, c'est quand même énormément de pays, et donc on voulait éviter d'accumuler les coûts de structure autour du déploiement. Donc finalement, très peu de structure, et c'est plutôt intéressant. Sur ces deux hypothèses, ce qu'on a observé et ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, c'est que le déploiement, en fait, est très très bien passé. Chaque entité ayant travaillé sur ce modèle a généré plus d'1 million d'euros de gains et on a formé plus de 50 équipes. Et quand je dis 50 équipes, c'est vraiment plus de 500 personnes qui ont été accompagnées par un coach agile à un moment ou à un autre, avec quelques pépites, par exemple une réduction de la création d'une automobile, enfin d'une version d'un de nos Duster qui est passée de 6 mois à moins de 2. Ça faisait partie des choses qui, on pensait, étaient impossibles. Donc les équipes ont vraiment fait ça toutes seules. Ce qu'on a appris autour de ça, c'est que si vous mettez du Scrum et que vous essayez de résoudre des problèmes, ça s'appelle un groupe projet, une task force ou tout ce que vous voulez, et c'est très très efficace. Le deuxième élément, c'est que si vous utilisez des pratiques mais qu'il n'y a pas d'ancrage après juste ces pratiques de Scrum, c'est-à-dire qu'une fois que l'équipe a terminé, elle s'en va, ce qui se passe dans 90% des équipes qu'on a accompagnées, vous revenez très vite en arrière. Par contre, ce qu'on n'avait pas prévu, et ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les premières personnes qui ont accompagné ces équipes, et qu'on retrouve dans d'autres sujets aujourd'hui, sont très au fait de ce que c'est que l'agilité parce qu'elles l'ont déjà expérimenté, et c'est des excellentes graines, je reviens sur le jardinage, pour les expérimentations qu'on est en train de faire ailleurs, typiquement sur de l'ingénierie. Allez, je continue sur le dernier qui s'appelle des relais. Les relais, c'est une initiative que nous avons lancée avec notre pôle agile en 2020 pour faire suite ou essayer de corriger un peu le tir de la partie autour de la culture. L'idée des relais, c'est quoi? C'est finalement prendre des individus dans chacune des directions de Renault. C'est les accompagner efficacement, ou en tout cas c'est les accompagner avec un coach en discussion régulière, avec une boîte à outils, avec une grille de compétences, avec de la formation, sur du temps long, c'est-à-dire à chaque fois c'est plus de 2 mois, entre 2 et 3 mois de discussion hebdomadaire avec eux, et créer une communauté en même temps. Ce qu'on a fait comme hypothèse en construisant ce modèle, c'est de se dire que d'abord, le changement de pratique vient par le mindset. Et ensuite, ce qu'on voulait, c'était pas juste avoir discuté et présenter l'agilité, c'était surtout préparer le coup d'après, c'est-à-dire préparer après 2021, donc 2022, 2023. Et donc c'est vraiment un catalyseur pour nous pour avoir des relais. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, pour les années à venir. Ce qu'on a appris avec ça jusqu'à présent, c'est que juste ce dispositif est incroyable sur l'évolution de la posture des individus. Et donc des personnes qui connaissaient rien à l'agilité et qui avaient pour certains des postures managériales un peu old school, rentrent et arrivent à s'adapter parce que c'est finalement une sorte d'ouverture, une fenêtre sur quelque chose de nouveau qui les aide énormément. Le deuxième élément qui est une confirmation, c'est que les communautés, c'est super efficace pour en fait générer du momentum. Le dernier élément apprentissage ou résultat, c'est que ça crée énormément de tension dans les équipes parce que vous avez au final des individus qui découvrent ce que c'est que l'agilité et qui vivent dans des équipes qui ne le sont pas toujours. Ce qu'on a appris de tout ça, c'est que si vous mettez un relais tout seul dans une direction, ça a très peu d'impact. C'est pour ça qu'on a vite arrêté de le faire. Si vous avez un relais qui n'a absolument pas de terrain pour utiliser l'agilité, il peut réussir à en trouver. Il faut qu'il se creuse un peu la tête et certains l'ont vraiment fait. J'ai un exemple en ce moment autour du monde de la RH et de la formation qui est incroyable. Une personne qui, chez nous, a décidé de absolument renverser la manière de construire des formations et de passer de lead time très très long à moins d'1 mois pour construire des formations. Et en fait, elle a réussi à le faire en l'espace de 3 semaines, et juste en lui donnant cette autorisation. Le dernier apprentissage, c'est que si vous avez des relais et un management toxique, bah vous avez des départs. Et en l'espèce, c'est vraiment triste pour les relais et pour l'organisation, parce que c'est beaucoup d'investissements qui finissent à la poubelle. Et on ne traite pas le problème de fond. Je vous présente rapidement ce tableau, parce que j'ai essayé de croiser les résultats de toutes ces pratiques mises ensemble et bout à bout. Et c'est exactement ce qu'on a pu faire ensemble. C'est mélanger le nombre de centres agiles qui est plutôt important
avec les pratiques, les relais et puis les aspects de culture et regarder où est-ce que ça marche bien, où est-ce que ça ne marche pas en fonction de différents axes. Si je me concentre juste sur deux axes qui pour moi sont vraiment les plus importants, c'est la performance et la durabilité. Parce que si vous faites l'un mais pas l'autre, il y a un endroit où ce n'est pas très intéressant. Ce qui aujourd'hui marche le mieux, en tout cas ce qu'on a vu, c'est des centres agiles ou des centres avec des pratiques et du sponsorship. Et objectivement, ça marche plutôt pas mal à plus de 6 mois. Le seul élément, c'est que vous avez besoin, ou en tout cas aujourd'hui, nous avons toujours besoin de garder un coach ou un agiliste pas très loin. Il n'y a pas d'autonomie complète. Donc la durabilité est un peu bancale. Ce qui marche aujourd'hui le mieux, c'est en termes de performance, avoir un centre avec des relais agiles. Et en l'espèce, ceux-là, on en a 2 qui tournent pas mal depuis maintenant plus de 6 mois. Et en termes de durabilité, ça tient, c'est-à-dire que les équipes continuent à travailler malgré tous les chambardements et les évolutions qu'il y a dans le groupe de Renault depuis maintenant un bon moment. Et n'hésitez pas si vous voulez qu'on revienne là-dessus un peu plus tard. Je vais essayer de conclure autour de finalement ce que nous avons appris et ce que nous a appris cette dernière saison d'évolution du groupe Renault en termes d'agilité. Alors d'abord, on a eu pas mal de confirmations au sein de notre équipe. D'abord, c'est que si vous mettez de l'agile et que vous mettez des modes task force ou résolution de problèmes, ça génère pas mal de cash. Et en termes d'efficacité, c'est plutôt un bon point de départ pour justifier la suite de l'évolution de votre organisation. L'inconvénient, c'est que vous revenez très vite en arrière. Le deuxième point qu'on savait quand même, c'est qu'on savait ou pas toujours. Si vous n'avez pas assez de sponsorship, en fait, ça ne marche pas. Mais si vous en avez trop, c'est-à-dire un sponsor qui est vraiment omniprésent, en fait, ça ne marche pas non plus. Et donc, en l'espèce, c'est plutôt la posture du leader ou la posture du sponsor sur ce type d'évolution est vraiment à travailler. Le troisième point important, c'est que si vous ne faites que des pratiques ou du mindset, vous risquez d'échouer, ou en tout cas, vous n'allez pas réussir à tenir l'évolution de l'entreprise parce que quand vous avez que des pratiques, finalement des résultats, mais ça backslide très vite, voire le premier point. Si vous mettez que le mindset, vous avez des gens qui sont très tout feu, tout flamme et vraiment enthousiastes autour de l'agilité, mais qui ne savent pas vous montrer de résultats. Et du coup, nos patrons ne sont pas toujours d'accord avec ça. Le dernier élément qui est vraiment crucial pour moi, c'est que si vous ne mettez pas d'énergie dans une évolution d'entreprise, en fait, ça ne tient pas. Et l'énergie, c'est l'énergie aussi bien des individus qui font et qui sont sur le terrain, les individus de leur direction, qui les accompagnent et qui sont là pour les épauler, et l'énergie de tous les accompagnants qui sont également là pour pousser ou pour aider à avancer. Le dernier point vraiment clé autour de cette confirmation, c'est qu'en fait une transformation ou une évolution, ça ne se fait pas en 6 mois. Et donc en 6 mois, vous pouvez avoir des résultats, mais si vous voulez plus que des résultats et faire bouger votre entreprise, ce n'est pas 6 mois qu'il faut, c'est au moins 18, c'est plutôt beaucoup plus. Ce qu'on a appris de manière un peu plus concrète, c'est que si vous mettez des graines par contre, et c'est plus un étonnement, en fait, si vous ne mettez que des pratiques, c'est des graines pour plus tard. Si vous voulez de l'ancrage dans le temps, ce qu'il vous faut, c'est du coaching et des communautés qui auront plus d'effet que juste un train the trainer. Et donc quand je dis coaching, c'est vraiment un accompagnement individuel couplé à des personnes qui se croisent régulièrement, qui se voient régulièrement, soit sous la forme d'une communauté de pratique, soit sous la forme d'un co-développement. Le dernier élément qui est pour la performance, ou si vous voulez de la performance, ce qui est quand même important, je vous invite à démarrer par la pratique, c'est ce qu'on a vu, puis par ancrer. Ça permet d'avoir un rythme soutenable et de garantir la pérennité. Alors les prochaines étapes chez nous en ce moment, c'est qu'on a essayé et on continue à développer le principe de relais en y adjoignant un parcours de rôle agile. Donc les rôles agiles sont ceux que vous connaissez, PO, Scrum Master, RTE, tout ce que vous voulez. L'endroit étant de travailler sur l'ancrage et sur l'état d'esprit avant une prise de fonction. Je vous dirai ça l'année prochaine. Le deuxième élément que je viens d'évoquer, c'est de travailler sur le co-développement en même temps que de travailler sur les aspects de relais et de tête d'esprit. L'enjeu ici est de créer une masse critique dans une direction et à travers les directions. Et donc, si je reprends cette expression très désagréable, d'avoir des moyens plus souples ou un peu différents de casser les silos. Parce qu'on fait se croiser des individus qui n'ont pas l'habitude dans une direction ou entre les directions. Et ça permet de générer de l'énergie et du momentum. Je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci Stéphane.
Nous allons maintenant prendre les questions des participants. Pour rappel, dans Livestorm, vous avez sur la droite un onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions et également voter sur vos questions et celles des autres. Et donc la première question va être, tu parlais de l'autonomie des équipes dans le temps. Un coach qui s'est rendu indispensable est-il finalement un bon coach? Ma réponse est, en tout cas pour moi, non. Ma mission de coach, c'est si je suis encore là au bout de 6 mois pour le même sujet, c'est que j'ai pas fait mon travail. Si au bout de 6 mois, l'équipe me dit, le sujet, on est bon, mais on aimerait bien retravailler un nouveau point avec toi, je veux bien le faire une fois. La deuxième fois, je leur propose de changer de coach. Je pense que c'est un lien avec ce que tu mettais dans ta présentation où tu disais qu'il y avait besoin d'accompagnement. Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui un des échecs ou un des demi-réussites sur certains des centres agiles, c'est que les équipes ne sont toujours pas complètement autonomes pour animer les groupes de fonctionnement ou les équipes entre elles. On a cherché pourquoi et c'est pas très clair. Ok. Alors j'ai une deuxième question. Est-ce que tu as des astuces pour trouver le bon sponsorship? Alors non, mais alors, oui et non. D'abord, un bon sponsor, c'est quelqu'un qui est plutôt haut dans les râteaux. Donc si vous voulez travailler sur une équipe business qui est, par exemple, pour de la résolution de problèmes, regardez 3 ou 4 échelons au-dessus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une personne qui doit avoir un leadership et, je vais dire, une posture managériale probablement similaire à celle qui était décrite les jours précédents. Et ça fait déjà toute la différence. Alors je peux vous dire comment vous trouvez un mauvais sponsor. Le mauvais sponsor, c'est celui qui d'abord va chercher à travailler son curriculum vitae ou son parcours au sein de l'entreprise. Et ce qu'il cherche, c'est une réussite en moins de 3 mois sans chercher l'impact sur les équipes. Si vous avez ça, vous savez que vous avez un mauvais sponsor ou un sponsor qui risque d'être dangereux pour vous. Donc je dirais soit fuyez, soit soyez au clair avec vous-même qu'il ne vous aidera pas beaucoup. Merci. Pas grand-chose de plus. Tu faisais le lien avec effectivement la conférence de Stéphane Lezier hier, qui comme celle-là sera disponible en replay. Encore une autre question. À part partir, comment lutter contre un management toxique? Vous faire beaucoup d'amis au sein de l'entreprise et de l'organisation. L'inconvénient d'un manager toxique, c'est... Alors, il y a plein de types de managers toxiques. Ma réponse simple, c'est d'abord, faites-vous des amis au sein de l'organisation qui vous permettent de mettre une sorte de no man's land ou zone de sécurité sanitaire autour de ce manager toxique. Si c'est le vôtre, regardez comment vous faites pour bouger dans l'organisation. C'est quand même une bonne solution. Donc effectivement, c'est pas forcément partir tout court, mais ça peut être aussi se déplacer Dans latéralement. Exactement. Partir dans une organisation, si vous êtes dans une toute petite structure, c'est toujours compliqué, mais dans plein de grandes entreprises, vous avez plein de postes adjacents. Vous savez quoi, ce sera peut-être pas exactement le même que celui que vous faisiez, mais moi, ça me pose pas de questions de métaphysique. Merci. Alors encore une question. Quels sont les meilleurs ambassadeurs de la culture hacking selon toi? Tout le monde. Personne. La personne qui est motivée et qui a un intérêt en dehors de personnel. À partir du moment où l'individu, une personne qui a un fort réseau au sein de l'entreprise est probablement la meilleure personne pour démarrer du culture hacking ou du corporate hacking. Juste parce qu'elle est capable de parler et elle a l'oreille d'énormément de personnes dans l'entreprise. Et si cette personne-là a une intention, c'est probablement une bonne personne ou un bon ambassadeur. Effectivement, ça fait lien avec la culture, avec la question précédente. J'ai plus de questions, à part si une dernière arrive. J'étais beaucoup trop vite. Non, je pense que merci beaucoup Stéphane, ta présentation est très intéressante. Je pense qu'elle fait beaucoup réfléchir aussi. Bon. Et que les premières questions sur le sponsorship et la culture hacking étaient très orientées réflexion personnelle finalement, avec le lien sur le codev. Je suis presque étonné qu'on n'ait pas eu de questions sur le codev. Ça va peut-être arriver. Rouge. Donc merci beaucoup. Avant de passer à la conclusion, nous avons un petit exercice qui est le Fast and Curious. Une petite question rapide avec des alternatives et donc j'ai pas ramené de burger aujourd'hui. Donc est-ce que tu es plutôt le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Le Wi-Fi. Est-ce que tu es plutôt chocolatine ou pain au chocolat? Moi je suis pas au chocolat. Alors je rappelle que je viens de Toulouse, mais c'est pas pour t'orienter. Est-ce que tu aurais tendance à dire le backlog ou la backlog? Moi je dis backlog et je mets pas de pronom devant. C'est bien ça. Présentiel ou télétravail? Sur une plage. Faut qu'on bosse davantage ensemble.
Et enfin, pour clôturer, thermique ou électrique? Ah, en ce moment, chez moi, c'est forcément électrique. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté l'invitation de la Guilde Agile et merci aux participants pour toutes leurs questions. Cette session conclut en beauté cette Agile Week, une semaine d'échange et de partage, pendant laquelle nos clients sont venus nous raconter comment ils ont réussi à s'adapter avec agilité lors de ces derniers mois. Nous avons proposé cette année plusieurs retours d'expérience passionnants qui seront mis à votre disposition pour échange et partage. Je tiens à remercier tout d'abord chacun des intervenants, et particulièrement toi Stéphane pour cette dernière session, qui sont venus partager leur expérience avec nous. C'est la pertinence de toutes vos présentations qui ont donné toute sa valeur à l'événement. Ensuite, je tiens à remercier également chacun des membres de la Guilde Agile qui sont venus accompagner nos intervenants sur la préparation de leur session jusque la session proprement dite, comme aujourd'hui. Et ainsi que toutes les équipes internes, donc que ce soit celles du marketing, de la communication ou du Next, qui nous ont entourés pour assurer la réussite de l'Agile Week. Et ce fut une belle et longue semaine. Et enfin, je tiens à remercier spécialement Lucille Barbe et Jean Casemajou, qui ont porté et organisé l'Agile Week ces derniers mois. Votre énergie, votre enthousiasme et votre rigueur nous ont permis à tous de profiter pleinement de l'événement. Et comme annoncé de façon préalable, nous reviendrons vers vous pour vous donner accès aux différents supports et vidéos. Il me reste à vous remercier pour votre participation, vous souhaiter une bonne après-midi, un bon week-end et surtout à bientôt dans le cadre d'autres événements comme l'Agile Week. Au revoir.